Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes le 23 mars et figurez-vous que le Grimaldi 2017 est déjà à disposition. Son titre, Les maladies chroniques, avec comme sous-titre Vers la troisième médecine, publié aux éditions d'Il Jacob. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une deuxième médecine, mais à la lecture de cet ouvrage, j'ai appris qu'à la médecine des maladies aiguës, la première, on a ajouté la médecine des maladies graves, la deuxième. Et avec 20 millions de Français concernés, dorénavant, il faudra compter avec une troisième médecine, celle des maladies chroniques. Une médecine qui devrait, selon les auteurs, bouleverser les codes de la pratique actuelle. Voici donc les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans l'émission. 1. Faire évoluer la façon d'exercer la médecine. 2. Expliquer aux patients la nouvelle façon de vivre. 3. Restaurer une communication adaptée. Vous l'aurez compris, notre invité ce soir n'est autre que le professeur André Grimaldi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diabétologue émérite, comme on dit, principal agitateur du monde de la santé. On ne compte plus vos interventions dans les médias, sur le net et bien sûr dans nos librairies, même si certains aimeraient que vous vous fassiez un petit peu plus discret. Moi, je vous apprécie particulièrement. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue située en dessous de l'écran. Alors, quand je dis le Grimaldi 2017, vous avez senti un petit peu d'ironie dans ma voix, mais je le montre à la caméra. Votre dernier bouquin, 750 pages, et on n'est qu'au mois de mars. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie d'écrire ce livre ? Écoutez, c'est un peu le résultat de dizaines d'années de pratique médicale dans la maladie chronique, pour moi le diabète, mais qui m'a amené à changer beaucoup de choses par rapport à ce qu'avait été ma formation, ce que j'avais fait initialement. Vous aviez déjà écrit des bouquins sur les médicaments, sur plein de choses. Oui, quand même. Sur la santé publique, voilà, donc, puis un traité de diabétologie. Voilà, donc non, mais là, c'est pas sur les maladies, c'est sur la prise en charge des patients, le vécu des patients, l'organisation que ça nécessite, le travail d'équipe. Donc c'est une autre, comme le titre le dit, comme une autre médecine que la faculté ne nous a pas apprise. Elle ne pouvait pas nous l'apprendre, elle n'existait pas. C'est vrai, mais elle nous a appris beaucoup les maladies. Oui. Elle ne nous a pas appris beaucoup à réfléchir sur la relation médecin-malade. Au fond, moi ce que j'avais appris, c'était de recopier ce que faisaient les patrons qu'on aimait bien. Mais j'avais déjà même pas imaginé qu'il y avait déjà deux médecines quelque part. Bon, la frontière est pas forcément tout à fait. Si, quand même, parce que il y a les maladies aiguës bénignes, les gestes simples. Oui. Largement de la pratique de ville, où l'histoire de la médecine en colloque singulier, au travaillant seul, est assez adaptée. Oui, ça marche. Et voilà, ça marche. Bon. Et puis, avec les progrès médicaux, se sont développées maladies graves. Les maladies graves aiguës qui nécessitent des chaînes d'organisation, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, la naissance de la réanimation, et avec un modèle qui, à mon avis, on a parlé même de médecine industrielle. Oui. Et l'hôpital apparaissait comme, après les CHU, le grand modèle de cette médecine des maladies aiguës qui font la une, quoi, les greffes d'organes. Ouais. Le prototype, c'est les greffes d'organes. Il n'y a aucun scandale, aucun débat sur les greffes d'organes. Ouais. C'est quand même une prouesse. Et donc, si je comprends bien... puis, il y a les maladies chroniques. Oui, votre troisième médecine, c'est un concept qui vous appartient ou qui est un peu... Non, mais c'est-à-dire que vous venez de le sortir ou on le retrouve un peu partout? On le retrouve sous forme de médecine des maladies chroniques. D'accord, mais ce concept de troisième médecine... L'idée de troisième médecine, c'est parce que cette idée est venue largement à partir de la réflexion qui a précédé, qui a donné la loi HPST, où tout était centré, au fond, sur la médecine de haute technicité. Quand un certain nombre d'auteurs, Claude Pen, mais aussi un collègue comme Guy Valencien et la Fédération hospitalière de France ont dit la médecine devient industrielle. Le médecin devient un ingénieur. Alors, ma réaction a été de dire non, dans la maladie chronique, elle est extrêmement astucieuse. Nous donnons ingénieurs, mais aussi nous sommes des artisans. Et la relation avec le malade relève d'un comportement, on pourrait dire, d'artiste. Cette médecine-là, elle paye le prix de médecins trop performants, là, en fait, si je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a des médecins qui sont tellement performants qui délivrent à des patients qui ont passé la phase aiguë, mais qui aujourd'hui ont des nouvelles maladies. C'est des nouvelles maladies, en fait. Ça, c'est un point important, c'est que l'idée qu'on avait, y compris quand j'étais plus jeune, c'est que la maladie chronique, ça ne bouge pas, c'est inexorable, on reproduit la même chose, ça s'aggrave au fil du temps, mais il y a une espèce d'immobilisme.
Or, aujourd'hui, les progrès de la médecine sont tels que la maladie chronique est en perpétuel mouvement. Des maladies subaiguës mortelles, comme était le sida, deviennent maladies chroniques. L'hépatite C, qui était maladie chronique, est maintenant guérie. Bon. Le diabète est dans une évolution continue. On s'approche du pancréas artificiel pour le diabète de type 1. En tout cas, la seringue à insuline, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y aura une quatrième médecine qui sera celle où on guérit? Alors, oui, celle où on a été... Je prépare votre prochain bouquin. Au fond, vous pourriez dire, c'est une bonne remarque que vous faites, c'est ces maladies qui vous ont marqué, même si vous avez guéri, qui reste que l'après ne sera plus comme avant. Quand on dit le droit à l'oubli, par exemple, alors je crois que c'est très bien socialement. Là, on est dans la quatrième médecine, le droit à l'oubli, tout à fait. Mais je pense que le malade sera définitivement marqué par le fait d'avoir eu un cancer, même s'il a droit à l'oubli. Alors, dans ce livre, je pensais que vous alliez réagir plus violemment quand j'ai dit le Grimaldi de l'année sortie, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui a bossé à ce bouquin. Oui, 74 auteurs. 74. Ça, c'est une des caractéristiques de la maladie chronique. On ne peut pas s'occuper de maladie chronique seul. Il n'y a pas de spécialiste de la troisième médecine. C'est une équipe. Non, mais je veux dire, c'est une équipe. C'est ça, non, mais il n'y a pas de spécialiste je dirais des que maladies chroniques. C'est le métier du généraliste, c'est le métier de l'interniste, historiquement. Mais l'interniste, il n'y en a plus. Mais du diabétologue, en gros, toutes les spécialités sont concernées. Mais ça se fait avec des infirmières, ça se fait avec les paramédicaux, ça se fait avec les diététiciennes, et ça se fait avec les patients. Bon. On va voir ça. Vous dites, et nos téléspectateurs trouveront ça sévère, que le médecin des maladies chroniques est un spécialiste de l'échec, au contraire de ceux qui s'intéressent aux pathologies aiguës, qui sont les spécialistes du succès. Vous vous trouvez motivant avec des phrases comme ça? Mais oui, parce que je pense qu'il faut renverser ça. Notre société, on ne fait la une que si on a fait un exploit, une greffe cardiaque chez un nourrisson, la première. La maladie chronique, c'est comment, de ces difficultés, la maladie est en échec, la maladie chronique. Comment les patients sont en difficulté. Comment de ces difficultés on peut faire une richesse et une force? Ça humanise complètement la médecine. Ça empêche de penser qu'un médecin devient un technicien. Moi, tout médecin qui pense qu'il est un technicien doit être remplacé par un technicien, ce n'est pas à peine qu'il est un médecin. Bon. Ce qui est indispensable pour nous, c'est que nous avons une prise en charge biomédicale dans une maladie chronique, c'est-à-dire que les recommandations, dès qu'elles sortent, elles sont dépassées. Il faudrait qu'elles soient renouvelées tous les 2 ans. L'expérience joue un jeu considérable. On ne remplacera jamais l'expérience d'un médecin. Oui, alors justement, et 3, les préférences du patient, l'adaptation, l'information, l'acceptation de la maladie. Vous êtes en train de faire le plan de l'émission. Donc il y a une dimension psychologique. On va y aller. Important. La première chose, vous dites qu'il faut recréer le lien libéral-service hospitalier qui existe dans l'idée, mais pas dans les faits. Comment on peut améliorer ça? Parce que la maladie chronique ne peut pas être soignée s'il n'y a pas ce lien, justement, entre l'hôpital et le libéral. Est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais une idée, les réseaux sociaux entre médecins? Parce que c'est vrai que c'est bien de faire un bouquin, mais aujourd'hui, on a des moyens qui sont entre médecins pour communiquer. Les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des bons services, il y a des mauvais services, il y a des gens... Les réseaux sociaux seraient là pour ça? Ça ne vous choque pas qu'on puisse avoir... Non, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait une évaluation et qu'il existe une évaluation faite par des patients, par des familles de patients. Non, mais même par les médecins entre eux. Par les médecins entre eux. Et qu'on la communique, surtout. Et bien sûr. Vous savez comment on améliore les services pour la formation? Depuis longtemps. C'est quand les internes font l'évaluation des services et font collègues à leurs collègues. Ouais. Quand vous recevez l'évaluation par les externes de la formation dans votre service, au début, vous râlez, vous dites pour qu'ils se prennent, etc. Puis après, vous changez quand même. Bon, donc l'effet miroir, c'est un des éléments majeurs d'amélioration de la qualité. Ce qui est étonnant, c'est que si on veut améliorer la qualité, il y a 1, la formation, 2, le travail en équipe, et 3, l'évaluation. Et dans l'évaluation, il y a ce que vous dites. Et ça serait pas mal que les médecins, effectivement, qui s'évaluent. Alors, il y a quelque chose qui est dans votre bouquin qui va peut-être faire sourire mes amis médecins, vieux médecins de famille. Vous dites, il faut comprendre son patient. Oui, c'est ce que fait le médecin de famille, c'est une relation longue. Aujourd'hui, on est au détriment de la relation longue. Alors, comprendre son patient, c'est de l'accompagner longtemps. Ah oui, c'est oui, mais les sciences sociales et humaines ont fait aussi des progrès. Et sur ça, nous avons peu de formation. Alors, on parle d'empathie, comprendre pour le patient. C'est que dans la maladie chronique, la maladie, en gros, chronique, elle frappe 2 fois. Elle frappe dans le réel et elle frappe dans la représentation du réel. C'est-à-dire qu'elle vous dit, ça ne sera jamais plus comme avant. Et maintenant, vous serez différent des autres. Et là, il y a un traumatisme psychique lors de l'annonce de la maladie chronique.
Ah, ça, oui, l'annonce, on va en parler. qui fait que chaque individu, face à ce traumatisme, met en place des mécanismes de défense pour tenir debout. Alors, qui peuvent être transitoires. Hein. Le plus simple, c'est le déni. Ouais. Bon. Mais il y a la pensée magique, mais il y a le refus conscient de la maladie, mais il y a le clivage, mais il y a les addictions. La dépression est 2 fois plus fréquente chez les malades chroniques, à âge égal, à statut social égal. Mais il y a en plus, ce qu'on ne sait pas, toutes les stratégies mises en œuvre par les patients pour éviter la dépression. Vous êtes en train de faire la description du prochain livre de Philippe Jamet, qui va être un de nos prochains invités. Qui est un des auteurs. Oui, qui est un des auteurs, et qui dit qu'effectivement, les émotions, c'est tout ce que... Les émotions cachées des patients, c'est la première chose que le médecin doit aller chercher. Alors vous dites, par exemple, vous, cette troisième médecine, c'est une médecine qui doit assumer le pronostic. C'est-à-dire, vous voulez dire... Assumer le pronostic de la maladie, de ne pas le cacher. Bien sûr, le patient... Mais ça voulait dire qu'on ne l'assumait pas avant. C'est-à-dire... Ah ben oui, avant, il y a un rapport paternaliste. Donc, on protège le patient. Moi, j'ai connu une époque où il y avait des faux certificats, des faux comptes rendus. Bon, non, on mentait au patient pour son bien. Bon, aujourd'hui, à la fois pour des raisons de progrès, à la fois pour des changements de rapport humains, le patient, encore faut-il ne pas jeter le diagnostic et le pronostic au visage du patient. Il y a un passage, on va saluer Joël Ménard, qui est un homme exceptionnel, co-auteur. On lui annonce son cancer du pancréas par téléphone. Enfin, mais comment on peut imaginer qu'en 2016, il y a encore un médecin capable de faire ça? C'est pas si banal. Un de mes patients a vu, et il n'y a pas si longtemps, un interne arriver, lui dire « Monsieur, vous avez soit une maladie, un cancer du sang, soit des métastases d'un cancer de la prostate, vu vos radios du rachis. Total, c'était une intoxication par le fluor. » Donc, puis, on donne même aux malades des hypothèses diagnostiques. Et puis, comme ils ne savent pas parler, il dit vous avez 3 chances sur 2 d'avoir un cancer. Quand il dit chance, au nom des risques des Américains. Mais j'ai vu récemment aussi une journaliste arrive aux urgences de la Pitié pour crise convulsive. On lui fait un scanner et on lui dit madame, vous avez métastase d'un cancer, on vous envoie en médecine interne pour chercher le primitif. Oui. Mais c'est pas parce que c'est banal que c'est excusable quand même. Non, mais ça veut dire qu'on a quitté le modèle paternaliste et on n'a pas reconstruit. Un malade a le droit de savoir, il a aussi le droit de ne pas savoir, ou de savoir qu'à moitié, ou de savoir progressivement. Cela dit, quand tout ce que vous racontez, on préférerait le modèle paternaliste aux héritiers de la série Urgence. Dans le modèle paternaliste, il y avait l'idée d'une bienveillance vis-à-vis du patient. Mais c'est aujourd'hui un modèle totalement inadapté à la maladie chronique. Alors le médecin doit aussi assumer qu'il n'est pas là malheureusement que pour soigner, mais pour accompagner. La maladie d'Alzheimer est quand même la plus belle illustration de la maladie chronique où il y a un certain nombre de paramètres qui démunissent le médecin. Oui, il y a la maladie d'Alzheimer, mais la maladie de Charcot, la SLA, quand on n'a pas de traitement... Elles sont moins fréquentes quand même. Beaucoup moins fréquentes, mais pourtant, alors qu'il n'y a pas eu de grand progrès sur le plan médicamenteux, grand progrès dans la prise en charge. Dans la préparation de l'évolution de la maladie, dans la formation des familles, et dans le progrès humain de la prise en charge. Donc la maladie chronique, ça nécessite du temps, ça nécessite des compétences partagées, ça se fait en équipe. Un médecin seul ne peut pas le faire, et ce n'est pas une médecine industrielle. Est-ce qu'on peut conclure en disant que cette troisième médecine ne se conçoit dans un futur proche que dans des maisons médicales ? Les maisons médicales, c'est l'avenir pour le travail d'équipe. Oui, mais parce qu'il y a dedans le flacon. Le médecin tout seul qui a géré la maladie chronique, il ne peut pas. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que dans l'avenir, les médecins, même s'il restera un ensemblier, ils vont se grouper. À condition d'avoir un partage. Le paiement à l'acte n'est pas adapté à la maladie chronique. La tarification d'activité n'est pas adaptée à la maladie chronique. Vous savez ce qui m'a fait beaucoup réfléchir à la maladie chronique ? C'est nos propres collègues, nous-mêmes, lorsque nous sommes malades. Je parle de médecins compétents. Qui ont la maladie pour laquelle ils sont compétents. Vous êtes très étonné de voir comment ils se soignent. Là, vous dites, on dit l'éducation thérapeutique, c'est transformer le malade en son propre médecin. Alors, on a un modèle. Si c'est ça, le médecin lui-même malade. Le diabétologue diabétique. Alors, parfois, il se soigne bien. On en connaît un certain nombre. Vous êtes très surpris parfois. Mais ça, je vous confirme que pour voir ça de l'extérieur et en rencontrer un certain nombre, on ne donnera pas les noms ce soir, mais vous les reconnaissez. Et ils sont comme nous. Nous n'y lâchons pas. Jean-François et moi, ça peut nous arriver. Donc il faut être convaincu, quand on est face à un malade qui ne suit pas son traitement, qu'à sa place, il n'est pas sûr qu'on ferait mieux que lui. Bon, il y a urgence à sauver la médecine libérale, l'exercice pour continuer à avoir des patients qui sont vus en dehors de l'hôpital, mais ça, c'est un autre débat. La maladie chronique, c'est pour l'essentiel, se passe en dehors de l'hôpital. D'accord. Donc il faut
Bon, comme le temps passe très vite avec vous, je suis obligé d'aller sur la deuxième partie, si on va voir ce qui va changer du côté du patient. Alors, l'éducation thérapeutique. Ça fait combien d'années que vous me parlez d'éducation thérapeutique, professeur Grimaldi ? L'éducation thérapeutique dans sa version moderne est née en 1975, lorsque un professeur de diabétologie, lui-même diabétique insulino-dépendant, à Genève, crée une unité d'éducation des patients. Ouais. Et puis actuellement, elle est en train de dévier. Ouais. C'est en train de devenir une prestation, alors que dans l'idée qui est la mienne, ou qui était celle de Jean-Philippe Assal à Genève, c'était une autre médecine, un autre rapport au temps, un autre rapport aux patients, un autre rapport entre médecins et paramédicaux, une autre forme d'organisation. C'est en train de devenir une prestation supplémentaire. On ne change rien, mais on rajoute une couche. Oui. Donc l'éducation, ça a de sens que si c'est une forme de prise en charge du patient. Donc vous essayez de détailler ce qu'on pourrait faire. Oui. Vous dites que la personnalité du patient devient prépondérante, c'est oui. Ce qu'on avait un peu oublié, les initiateurs, au profit de la globalité des soins. Mais vous dites que cette troisième médecine tient autant des données de la science qu'au malade lui-même et qui ne peut pas se résumer à sa maladie. Quand on a dit cela, c'est une belle phrase, mais les problèmes restent, quoi. Non, parce que... Quelle idée ? Je vais vous donner deux idées sur ça. Premièrement, le grand progrès en médecine, c'est l'évidence-based médecine, la médecine scientifique. Oui, pas jeune non plus. Si on revient aux sources de l'évidence-based médecine, David Sackett, on regarde les papiers qu'il a écrits. Il dit l'évidence-based médecine, c'est trois choses. Trois choses. Et il dit trois choses indissociables. Face à un problème thérapeutique, un, que dit la science, que disent les études publiées. Deux, l'expérience du professionnel. Trois, les valeurs, les spécificités et les choix du malade. Et ce sont ces trois choses. Et si on... Non, c'est pas... Vous n'avez pas l'impression... on est parti sur l'idée maintenant que l'évidence-based médecine, c'est ce que dit la littérature scientifique, ce que disent les recommandations, et c'est des recettes à appliquer. Ouais. Ça n'a jamais été ça. Et dans la maladie chronique, moins encore. Ouais. Ce n'est simplement l'idée d'avoir une référence pour savoir à quel niveau on se situe par rapport à cette référence. Alors, il y a plein de problèmes, évidemment, que vous découvrez dans ce bouquin-là. Je choisis, c'est un peu pareil, tarte à la crème, de vous parler d'observance. Il existe une polémique sur le coût réel de l'inobservance. On dit que c'est un phénomène créé par l'industrie pharmaceutique pour qu'on prenne ces médicaments. Vous en pensez quoi ? Non, je pense que c'est un énorme sujet. Le problème de l'observance, c'est le problème majeur de la maladie chronique. En moyenne, elle est de 50%. Bon, c'est-à-dire médiocre. Une étude française récente montre 37% pour la prise des médicaments dans le diabète de type 2. Vous dites un quart des rejets de greffe sont dus à l'inobservance, ce qui paraît hallucinant. Énorme. Ouais. Hallucinant. Alors quoi dire dans une maladie comme l'hypertension où on ne voit rien, on sent rien. Dans l'asthme, par exemple. Ou dans le diabète, d'ailleurs, on ne sent pas grand-chose non plus. Bon, alors, inversement, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit que les études sur l'observance dans le diabète vont de 30% à 70%. C'est très hétérogène. Et qu'est-ce qui améliore l'observance ? En dehors de tout ce qu'on sait qui est évident. Les effets secondaires, évidemment, c'est déjà une observance. Il y a deux choses qui sont sous-estimées. Premièrement, la gratuité. Deuxièmement, la relation. C'est-à-dire la gratuité. La gratuité des médicaments gratuit, les gens sont plus observants. Ah, ils sont plus observants quand c'est gratuit ? Oui, une étude du New England, randomisée. J'aurais pensé le contraire. 2011, oui, voilà, c'est ce que tout le monde pense. 2011, New England, grande étude, randomisée, post-infarctus, traitement gratuit versus $50 par mois. Diminution des événements, des récidives, 14%, c'est moins cher. Non, mais c'est-à-dire, attendez... Étude financée, jugée sur des événements, des outcomes, pas sur l'observant, j'achète les médicaments, sur le taux de récidive, d'infarctus, d'AVC, de mort cardiovasculaire. C'est pas parce que les médicaments sont chers, c'est parce que le fait de payer rendrait... Le fait de payer fait que les couches inférieures achètent moins, prennent moins. Ah non, ils achètent moins parce que... bien sûr, achètent moins. Le problème est là. Mais dans les maladies chroniques évolutives, la gratuité coûte moins cher. En France, en 2011, on a retiré du 100% l'hypertension artérielle sévère. 1 million de patients. Malgré ce que dit Joël Ménal dans le livre, qui a hurlé, malgré les hypertensiologues. Mais il n'y a pas d'association de patients, il n'y a pas d'hypertensiologue en ville, donc on a fait des économies de bout de chandelle à court terme. La deuxième chose, c'est la relation. À chaque fois qu'il y a eu une méta-analyse sur le sujet, quand les médecins ont été formés à la relation, quand ils prennent le temps dans la relation, quand le patient a le sentiment d'être écouté, qu'on ne lui impose pas les décisions,
l'observance augmente. Ça explique la disparité de 30 à 70% d'une étude à l'autre. Si vous faites la prescription, vous la donnez comme ça au patient, sans avoir discuté, vous êtes sûr que l'observance va être nulle. Si la consultation dure 10 minutes, votre observance ne sera pas très grande. Est-ce qu'il faut punir? Non. Ça ne marche pas? Non. Non. Écoutez, vous allez punir quelqu'un qui n'arrive pas à se soigner parce que dans la maladie chronique, c'est un travail d'acceptation. Et s'il y a autre chose dans la vie qui n'est pas passé, vous aurez beaucoup de mal à vous soigner. Donc une fois, un patient me dit « S'il vous plaît, docteur, pouvez-vous ne pas me dire que je n'accepte pas ma maladie ?» J'étais un peu étonné, il avait vu tous les patrons de Paris. Et 10 minutes après, j'apprends qu'il avait un fils unique et qu'il l'avait trouvé un jour pendu. Donc ce que disait cet homme, c'était vous me demandez de faire un travail de deuil, vous me demandez de tourner la page, je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a des moments forts dans votre bouquin. Donc il faut savoir se situer avec le patient sur son problème si on veut pouvoir l'aider. Pour ceux qui veulent le lire, et j'espère que vous serez nombreux, il y a beaucoup de témoignages de patients qui sont plutôt bien écrits. Il faut le dire, c'est pas uniquement... Il y a des témoignages de patients écrits par des patients qui sont une vraie réflexion. Et puis il y a pour Joël Ménard, pour Arnaud Badevant, pour moi et bien d'autres, une expérience professionnelle. L'accès aux psychologues, c'est quelque chose qui pourrait être plus important dans ton... Oui, plus important pour les équipes de soins et moins pour les patients. Ah bon? Les psychologues sont d'abord utiles pour les médecins. Parce qu'une prise en charge globale, c'est pas il y a un médecin qui s'occupe du biomédical et puis il y a, pour les problèmes psychologiques, allez voir le psychologue. Ça, on peut faire des routes parallèles comme ça, qui ne se rejoignent jamais. Ce qui est important, c'est que le médecin puisse dire « Je vois que c'est difficile pour vous, pourquoi c'est si difficile ?» Et le psychologue... Et que vous puissiez, vous, médecin spécialiste du diabète, comprendre pourquoi c'est si difficile. Et qu'un psychologue vienne vous l'expliquer, c'est ça que vous voulez dire. Que nous, on soit formés à cette prise en charge, mais au quotidien aussi. Les mécanismes de défense, mais c'est à nous de l'assurer avec les patients. Certains patients ont besoin d'une prise en charge psychiatrique, mais ça serait absurde de penser que le malade doit être découpé en rondelles. Avant de passer à la troisième partie de l'émission, je vous rappelle que l'on attend vos questions. On y répond dans moins de 10 minutes. Alors, on va aller sur le patient. J'ai l'impression de zapper sur votre livre. Vous allez dire, mais on s'arrête sur rien. On n'a pas le temps. Et encore, j'ai choisi que 3 angles, mais il y a plein de choses. Le savoir du patient a changé. Ça, c'est une banalité que de dire ça. Par contre, de ne pas le prendre en compte, ça met en péril l'exercice. Ça, il y en a un certain nombre qui n'y pensent pas. Alors, si je résume, autrefois, vous essayiez d'expliquer. Aujourd'hui, vous avez un patient informé. Vous expliquez. Et ce qui est nouveau, apparemment, c'est qu'on délibère. Et vous l'écrivez comme ça. Oui, d'une part, ce n'est pas vrai que tous les patients sont informés. C'est la situation, on la connaît, très hétérogène, beaucoup plus qu'avant. Il y a des gens qui sont très informés. Mais il y en a beaucoup d'informés quand même. Il y a même une chose qui nous a pris à revers, qui sont les patients experts. Bah oui. Écoutez, nous, l'éthique d'un médecin, dans la maladie chronique, c'est de dire qu'un malade n'est jamais réductible à sa maladie. Un malade n'est pas un porteur de maladie, c'est une personne. Et tout d'un coup arrivent des patients qui disent « je suis ma maladie ». Des patients experts, ils sont dans des réunions pour la commission des usagers, ils sont au ministère, ils sont à l'HAS, ils veulent participer à l'éducation thérapeutique. Et le mot expert... C'est une idée de l'industrie pharmaceutique, les patients experts. Voilà, mais il faut du le coup, savoir, d'ailleurs, ce mot expert est étonnant. Ouais. Il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas aux autres patients. Ce serait quelque chose d'une arrogance incroyable de dire il y a les patients vulgaires, puis il y a les experts. Ouais. Bon, il s'adresse à nous. Il s'adresse aux spécialistes en disant « vous n'êtes pas les seuls experts, on a d'autres mots à dire ». Mais il y a aussi donc... Alors les patients qui lisent beaucoup sur Internet, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'ils ne se considèrent pas comme des experts qui savent tout. Non, mais ils veulent l'information. Ils veulent vérifier leur expertise auprès du professionnel. Et rien de tel qu'un professionnel puisse dire eh « écoutez, ça vous me l'apprenez, je ne suis pas au courant, je vais le vérifier ». Déjà, il faut avoir l'honnêteté de dire ça. Puis deuxièmement, il faut avoir l'honnêteté d'avoir face à vous des patients qui sont parfois plus pointus sur une maladie chronique et le traitement d'une maladie chronique qu'un médecin de famille. Et on peut imaginer que la discussion peut s'établir. Mais ça ne gêne pas du tout. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Oui, mais à condition que le médecin soit dans une authenticité complète. Écoutez, ça je ne le sais pas, je vais le vérifier auprès de mes collègues ou le vérifier moi-même en allant sur le site et je vous dirai ce qu'il faut en penser. Comment on restaure la confiance avec le malade? Parce qu'il a quand même été un petit peu érodé par... Enfin, là, on va encore dire les médias, on raconte des histoires, mais... il est important de respecter l'indépendance professionnelle des médecins. Si on a le sentiment que le médecin est sous influence, légalement, le malade aura suspicion. L'influence, on pense tout de suite à l'industrie pharmaceutique, mais il n'y a pas que ça. Le ROSP, le revenu sur objectif santé publique, qui est une bonne chose du point de vue santé publique, mais comporte des éléments qui sont assez choquants. Vous avez des points si vous prescrivez un générique. Mais alors le malade se dit, il me prescrit un générique, pourquoi? Parce qu'il pense que c'est bon ou pour toucher la prime?
Vous avez des points si le diabète est bien équilibré. Mais alors ça vous pousse à sélectionner vos patients, vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous prenez les bons patients, comme ça vous êtes sûr que... Bon, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc l'indépendance du professionnel, alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de compte à rendre. Il a des comptes à rendre. Mais on ne peut pas le dire, on va vous payer pour bien vous comporter. Alors autre chose est les missions de santé publique, autre chose est l'informatisation, autre chose est la relevée de données de santé qui prennent du temps, qui doivent être rémunérées. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant. Tous les ans, il y a un journal du dimanche qui publie le classement des professions. Le pompier reste absolument toujours en tête. Les policiers remontent. Le pharmacien reste plutôt très bien placé. Mais l'instituteur et le médecin, qui autrefois étaient au pinacle, là, sont au fond du classement. Oui, ben on a eu enfin, il y a plusieurs raisons, hein, mais on a un problème qui a été, à mon avis, un gros problème par rapport à l'industrie pharmaceutique, qui a été l'affaire du Mediator. Hein. Ouais. Et je pense que la communauté médicale... Ça a commencé avant. Hein. Oui, c'est vrai, mais l'affaire du Mediator était un tournant quand même, en France. Ouais. En France. Hein, c'est une affaire française. Ouais. Il y a eu un côté, puisque c'est la justice, tout le monde, personne ne dit rien. Je pense que la communauté médicale aurait dû réagir nettement en disant nous suspendons nos relations tant que cette histoire n'est pas réglée. Elle a surtout, elle est est surtout restée sous muette. son couvercle. Hein. Oui, voilà, elle est restée muette. Ce qui permet d'ailleurs inversement à d'autres personnes qui ont leurs idées sur n'importe quoi de parler. J'évoque le dénigrement des statines par certains grands professeurs. Oui, vous êtes parti en guerre n'importe quoi, mais en disant, en disant, vous êtes parti en guerre, mais aussi, ils n'ont rien dit sur le Mediator, donc c'est pareil que les statines, et on a dit tout pareil. Donc maintenant, il y a le tous pourri. Confusion. Il y a une confusion totale qui règne. Est-ce que, alors, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec cette idée-là, mais ne prenez pas comme une idée le tiers payant généralisé, bon, qui est probablement quelque chose de fantastique pour un grand nombre de gens de ce pays. Est-ce que pour ceux qui ont les moyens de se payer le médecin, ce n'est pas complètement dévaloriser l'acte du médecin? Je vais répondre à votre question tout de suite. Dans le livre, d'ailleurs, on a une position sur le sujet. Sur l'histoire de la confiance, les gens disent qu'ils ont peu confiance dans les médecins, mais ils ont confiance dans leur médecin. Ça, je veux dire, c'est une tradition. Ça, ouais, voilà. Bon, mon médecin est formidable. Ajoutons une chose, que dans la perte de confiance, nous avons notre propre responsabilité. Ouais. Les médecins adorent être des langues de vipère vis-à-vis de leurs collègues. Oui, c'est vrai. Hein? Mais donc, maintenant, le tiers payant. Tiers payant. Ma position, c'est que ce n'était pas le sujet prioritaire. Que la maladie chronique, c'est le sujet prioritaire. Que la ministre, avec ça, elle a fait une opération politique, c'est-à-dire c'est un conflit gauche-droite, bon, voilà, tous les médecins vont être contre, les patients plutôt pour. Et qu'à mon avis, derrière, il y a la question des 500 mutuelles et assurances privées. Ouais. Qu'au fond, on pouvait faire le tiers payant pour la Sécu et que pour la Sécu, ce qui réglait le problème technique pour les médecins, ce qui simplifiait les choses, et ne pas avoir une vision on passe en force, et avec derrière, parce qu'on sait ce que veulent les assurances privées, hein, c'est le conventionnement sélectif des médecins. Je suis d'accord, mais est-ce donc, on oublie la cuisine, une mauvaise décision on oublie la cuisine tacticienne. Il reste que la façon, quand on l'explique mal aux patients, il reste que, bon, chez le médecin, vous plus rien. On aurait très bien pu dire le 100% pour les patients qui le souhaitent. Ouais. Voilà. Okay. Après tout, les médecins réclament la liberté pour eux, mais on peut dire liberté pour les patients. Ceux qui le souhaitent peuvent avoir le 100%. Alors, à mon avis, il aurait fallu pour la Sécu. Vous dites dans les choses qui est là encore, hein, on ne fait que zapper sur toutes les choses formidables qu'il y a dans ce bouquin. Vous dites que dire la vérité fait partie justement de ce retour de la confiance. On peut dire la vérité sans être brutal? Non, il ne faut pas dire la vérité parce que la patient... vous dites qu'il ne faut pas dire la vérité? Non, c'est-à-dire que le patient a le droit de savoir. Donc il est exclu de mentir. Mais il a aussi le droit de ne pas savoir ou de ne pas tout savoir. Et l'art dans la maladie chronique, dans l'annonce, c'est savoir entrouvrir les portes, savoir avancer pas à pas. Hein. Le malade, on ne le connaît pas au début. On va lui dire un certain nombre de choses, on va voir comment il réagit. Est-ce qu'il pose des questions? Il veut en savoir plus? Ou bien on sent que ce n'est pas le moment. Bon, c'est là qu'on est un artiste. C'est ça que le métier, là, n'est pas un ingénieur. Et même pas seulement un artisan. Comprendre à quel est le bon moment. Et quand on annonce une mauvaise nouvelle, ça ne peut pas se faire en une fois. Ça se fait forcément plusieurs fois, et c'est en revenant. Il y a des le malade, dès que vous êtes sorti, le malade dit « j'ai oublié de lui poser la question que je vais lui poser ». C'est indispensable de revenir peu de temps après. Et il faut faire part de ces doutes. Autrefois, on était face à une médecine totalement... les grands patrons de médecine ne doutaient pas. Vous êtes un de ceux qui n'a pas douté. On peut, dans l'idée d'inclure le patient
dans le processus de décision, pas dans l'idée de lui transférer la responsabilité ou l'angoisse. Ça, ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas se défausser. Ce n'est pas vous direz pas que je ne vous ai pas prévenu, moi je vous dis voilà, et puis je me couvre. Mais par contre, dans l'idée qu'en montrant les avantages, inconvénients, on peut hésiter, on prendra la décision après, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc faire participer le patient au fait qu'on soupèse le pour et le contre d'une décision, c'est parfaitement acceptable, au contraire, me paraît tout à fait adapté à la maladie chronique. Par contre, s'il s'agit de lui refiler la décision difficile à prendre ou de se décharger de son angoisse sur lui, ça me paraît pas relever du métier d'un médecin. Eh bien, on va tout de suite passer à vos questions. Ah ben là, ça commence fort. Encore un bouquin de plus de 750 pages. Ça ne se lit pas d'un trait. Vous auriez pu faire plus court. Oui, mais il y a c'est exhaustif ou pas? Non, il y a 74 auteurs. Ouais. Et ça traite des problèmes économiques, des problèmes d'organisation, des problèmes psychologiques. Il y a même 2 articles philosophiques. Alors, c'est des articles assez courts. Et il ne se lit pas comme on lit un livre de la page 1 à la page 770. Il peut se lire l'annonce du diagnostic, le problème d'observance, débat entre 2 philosophes, le patient expert. On peut lire que ça. Petite réflexion de la jeune génération qui dit pas sûr que les jeunes générations soient tirées par des pavés. Est-ce qu'il existe une version numérique il faudra demander à Odile Jacob. Je pense qu'elle va vous dire non, parce que c'est pas... Je sais pas, peut-être qu'il y aura une version numérique. On peut numérique. comprendre que... Oui, mais enfin, c'est des pavés numériques. Pour moi, c'est pas très différent. L'important, c'est que c'est des articles courts sur l'ensemble des sujets abordés par la maladie chronique, qui ne se résument pas à un problème purement de médecin. Vous êtes arrangé pour que le futur ministre de la Santé ait de la lecture en arrivant à Ségur. Sa feuille de route est prête. Donc... Oui, ce n'était pas le but principal. Mais ça pourrait ressembler à un programme, quelque part. Ça pourrait, mais je pense qu'un ministre de la Santé qui arrive, je pense au quinquennat qui vient de se terminer, ne doit pas dire l'hôpital est la colonne vertébrale du système de santé, parce que c'est faux. Il doit dire le principal problème de notre système de santé sont les maladies chroniques. Notre système n'est pas adapté. Vous êtes en train de faire la pub, justement, pour que votre bouquin soit la colonne vertébrale. La première, à qui s'adresse ce livre? Il s'adresse d'abord à des malades et aux accompagnants des malades. Ensuite, à nos collègues et aux jeunes en formation, parce qu'au fond, c'est pas écrit, c'est pas un traité, c'est pas du tout un traité. C'est en même temps notre expérience où on se raconte en même temps, dans ce qu'on a vécu, que ce soit Arnaud Badman qui a consacré la vie à l'obésité, ou Joël Ménard qui raconte l'annonce du diagnostic quand il était interne, quand il est agrégé, puis quand on lui a annoncé son cancer. Justement, vous répondez avant la question qui arrive, d'ailleurs, que moi je voulais vous poser. Comme souvent avec vos livres, on a envie de savoir un peu à qui ça s'adresse, parce que c'est pas facile à lire. Donc, il faut déjà un certain niveau pour pouvoir lire ça. Vous n'avez pas envie de faire... Vous aimez bien les livres qui arrondissent le sujet et qui en font une vision complète. Vous comprenez cette critique? C'est vrai. Non, oui, bien sûr. Mais je pense que quand on a une maladie chronique, ça vous change la vie. Ça change la vie de votre entourage. Et comme vous disiez, les patients sont de plus en plus informés. Bien, là, ils auront des clés de compréhension en toute franchise. Et puis, je pense que nos propres collègues ou les jeunes ont besoin de gagner du temps par rapport à ce qu'on a connu. Nous, on a dû apprendre tout ça comme des autodidactes. Puis enfin, vous dites les politiques, mais c'est la dernière en dernier. Ils vont s'en servir. Justement, il y a quelqu'un qui dit, travaillez-vous déjà un prochain ouvrage ou préparez-vous à accéder au ministère de la Santé? Je pense que le ministère de la Santé, c'est un peu cuit. On me pose cette question depuis 10 ans. Et ça m'a toujours fait rire. Mon idée, c'est que je suis fondamentalement un médecin. Je me suis consacré au diabète. Et au lieu de faire, comme font un certain nombre de médecins, une fois arrivés à la retraite, de la philo ou expliquer aux gens quel est le sens de la vie, je me dis que la santé publique et les problèmes de maladies chroniques, vus par un médecin et pas vus par un gestionnaire, pas vus par un économiste, mais vus par un médecin. Parce qu'il faut quand même dire, c'est 2 ans de boulot, ça. Oui, c'est 2 ans de travail, parce que 74 auteurs, une cohérence d'écriture, un plan. J'ai écrit moi-même beaucoup. Ça sort maintenant, attendez voir là, vous allez me répondre franchement, ça sort maintenant, c'est un hasard, que ça soit juste avant les élections présidentielles? Oui, en partie c'est un hasard parce que ça devait sortir plus tôt. Et puis les maisons d'édition, vous devez connaître ça, reportent. D'abord les auteurs sont en retard. Enfin, on ne peut pas dire que ça ne soit pas une mauvaise date de sortie quand même.
Oui et non. Au moment où tout le parce monde... qu'au fond... la santé, quand même, on oui, revient au centre du débat voilà, pour une mais fois. ça, je n'avais pas prévu ça. Ouais, mais effectivement, il y a la charte pour une santé solidaire qui propose que la Sécu puisse être choisie comme complémentaire et qui, sur le tiers payant, dit c'est aux malades de choisir. Et votre prochain ouvrage, justement Mais ça sera avec Jean-François Lemoyne, si j'ai bien compris. Alors, la maladie chronique ne serait-elle pas en train de devenir la normalité dans les années à venir ? Ça, c'est une bonne réflexion. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après l'âge de 65 ans, beaucoup connaîtront la maladie chronique. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que le progrès de la société est du vieillissement et le progrès de la médecine qui fait que on a une maladie chronique, mais on va vivre vieux et on va vivre avec. Un certain nombre de maladies aiguës ne vont pas être guéries, vont devenir des maladies chroniques, comme le sida. Font que, oui, la maladie chronique est quelque chose que tout le monde connaîtra, si ce n'est directement sur soi, au moins comme accompagnant de ses parents. On pourrait dire à l'inverse, ce n'est pas non plus une notion nouvelle, la maladie chronique. Elle a toujours existé. Mais dans le fait que maintenant 60% des causes de mort dans le monde, c'est la maladie chronique, dans le fait que le coût économique de la maladie chronique est un problème pour les pays en développement et même pour l'avenir de notre sécurité sociale, parce que les progrès ont un coût colossal. Alors, Le cancer devient une maladie chronique, donc c'est quand même ça c'est une nouveauté quand même. C'est une vraie nouvelle. Si vous repensez à l'histoire de l'humanité, l'histoire du sida, 1981 on découvre la maladie, 1983 on isole le virus, 1996 on a le traitement. Pour le diabète insulino-dépendant, c'est des siècles qu'il a fallu pour comprendre que c'était le pancréas, que c'était l'insuline, pour extraire l'insuline, puis la fabriquer. Donc, on est pris dans une rapidité d'évolution dont la maladie chronique elle-même en fait partie. On va bientôt terminer. Deux choses. Alors, d'abord, une petite critique, mais qui est liée à mon plan où vous ne parlez pas assez de l'équipe médicale. La maladie chronique, ce n'est pas qu'un médecin avec son patient, c'est une équipe médicale. Oui, non, c'est un point fondamental. C'est le point fondamental du bouquin. Ce qui a été, entre parenthèses, abîmé à l'hôpital par les réformes pensées sous la forme de l'hôpital entreprise. Une question qu'un médecin qui a probablement notre âge, parce qu'il dit, est-ce que le docteur Knock, alors je rappelle pour les jeunes médecins qui nous écoutent que le docteur Knock était l'emblème du médecin qui clientéliste et qui faisait n'importe quoi, serait-il repéré puis interdit en 2017 ? Ou promu. Parce que actuellement, il y a un peu la santé est un état précaire, incertain, non durable. Ouais. Nous sommes tous pris dans les logiques de prévention. Donc ça, c'est un autre sujet. Éviter le pan-médicalisme. Éviter de transformer la vie. Vous êtes déprimé, voilà des médicaments. Vous avez un problème de nourriture, voilà absolument, on va vous dire tout ce qu'il faut faire. Bon, écoutez, en 2020, quelle est la limite ? En 2020, on va dire qu'il serait repéré et sanctionné. On va se donner. J'espère que le marchand d'illusions, voilà. Ça fera l'éthique médicale et pas celle-là. Alors, cette émission touche à sa fin. Les maladies chroniques vers la 3e médecine aux éditions d'Île Jacob. Un ouvrage complet, recommandable et à recommander, à consommer par bout, en n'oubliant pas de réfléchir. Tout ce qu'on y trouve, voilà, c'est une bonne conclusion ? Oui, très bien. Voilà. J'ai une petite critique. Allez-y. Vos ouvrages, donc, c'est des ouvrages sont très complets, fruits d'un travail d'équipe. Pourtant, je ne vois aucun médecin journaliste dans l'ours. C'est que nous sommes une profession infréquentable ? Non, pas du tout. Mais l'idée n'est pas venue parce qu'au fond, on attend. Alors, ça a une bonne remarque, au fond. C'est qu'on peut cohabiter sans complètement se connaître. On vit avec des représentations. Ça, j'étais très frappé, par exemple. On peut à l'hôpital travailler avec des infirmières sans savoir exactement dans le détail quel est leur métier. Bon. Et on vit chacun avec des représentations, qui fait d'ailleurs éclater le monde médical. On a tous nos représentations sur les autres. Et on ne se connaît pas vraiment. Travailler en équipe, ça veut dire, je connais ma partition, mais je connais celle des autres. Je ne joue pas à celle des autres, mais je la connais. C'est ça la condition d'une équipe. C'est une culture commune partagée. Donc vous ne connaissez pas non, mais je pense que votre question, elle prouve que je ne connais pas bien ce que c'est. Parce que c'est pas faute d'avoir fait des émissions avec vous. Non, mais l'idée que j'aurais, c'est qu'un journaliste médical propose un livre. En disant, tiens, André Ducardonnet, vous, Simès, un autre, dirait, je voudrais bien faire un livre avec toi. Ouais. Mais ça vient de spontanément. Nous, non, mais c'est ça que j'aurais moi comme représentation. Oui, et vous avez la représentation inverse. Oui, parce que vous dites au fond,
Vous mettez des compétences autour d'un ouvrage, pourquoi pas mettre la nôtre? Mais absolument. Et éviter le bashing des journalistes. Bonne critique. Alors j'aurais été inversement en peine, parce qu'on se dit, mais avec lequel ils sont tous, enfin bon, moi, Ducardonnet, j'aime bien, vous, très bien, Simès aussi, ces gens compétents, tous. Et, moi j'ai une idée, mais je vous la donnerai. Avec Simès, c'est lui qui m'avait plusieurs fois sollicité, en me disant sur le diabète, on ferait bien, etc. Mais... vous n'avez pas dû le trouver assez bon, alors vous ne faites pas de bouquin avec lui. Vous n'avez pas dû le trouver assez bon, puisque vous n'avez jamais fait de livre avec lui. Pourtant, Dieu sait sur le diabète, on a beaucoup échangé, et il voulait faire un livre dessus. Et on me pose souvent la question, je voulais le dire clair et net, Michel Simès est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'estime, extrêmement compétent et que j'aime beaucoup. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie, André Grimaldi, d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour poursuivre la discussion, jdflemoine@gmail.com. Pour voir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, mais également, c'est nouveau, sur la chaîne YouTube Fréquence Médicale. Alors n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, c'est Damien Mouyal qui sera aux commandes des JDF. Vous voyez, parce que je suis déjà très enrhumé, pour une émission consacrée à la migraine. Allez, bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien.